Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde des rencontres du développement durable organisée par l'Institut Open Diplomacy et par l'ENA, l'École nationale d'administration. Sur cette nouvelle table ronde, le thème c'est Agir à temps, reprenons la main. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants et on sera ravis de leur poser les questions en direct. Agir à temps, reprenons la main avec cette question qui est au centre un petit peu de ces débats. Les citoyens, on a le sentiment qu'ils ont de plus en plus l'impression d'avoir perdu la main sur la mondialisation. Alors comment redonner du pouvoir aux citoyens? Il y a un sentiment d'impuissance face à l'ampleur des enjeux climatiques et puis l'ampleur de la mondialisation, globalisation. On verra aussi un petit peu les définitions et les différences. Pour en parler, avec moi, donc la seule personne qui est en plateau, Fabrice Bonifay. Vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues et également président du C3D, le Collège des directeurs développement durable. Vous nous expliquerez ce que c'est. Merci d'être avec nous. Merci. Et ensuite, on a 4 invités qui sont donc en duplex. Frédéric Michaud, directeur des études d'opinion d'OpinionWay. Est-ce qu'on vous entend bien? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Magali Regueza-Zit, membre du Haut Conseil pour le climat et co-directrice du CERES. Vous êtes également en plateau avec nous, mais en duplex. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. On a Mario Sander, représentant spécial de la Banque mondiale et directeur pour l'Europe du groupe Banque mondiale. Vous êtes là? Bonjour, j'espère que vous voyez. Bonjour. Alors, vous comprenez le français, mais vous nous répondrez en anglais, hein, c'est bien ça? Oui, pour les questions techniques, je préfère répondre en anglais si ça va avec vous. Il n'y a pas de problème, on fera un petit peu la traduction. Et enfin, Marie-Pierre Védrenne, députée européenne et vice-présidente de la Commission du commerce international. On vous voit également. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer ce débat sur Reprenons la main, on va partir sur une note positive. J'ai demandé à chacun d'entre vous de nous donner un projet, une personne ou un motif qui vous donne de l'espoir et qui montre que c'est possible de reprendre la main sur ces grands flux internationaux. Alors Fabrice Bonifay, est-ce que vous avez un exemple? Greta Thunberg. Greta Thunberg. C'est tout. Pourquoi? Bon, pourquoi? C'est évident, elle est courageuse, lucide, et elle est jeune. Et oui, c'est le genre de personne qui redonne espoir. Voilà. Donc elle mobilise des millions de personnes dans le monde pour penser autrement, pour bousculer un petit peu le conservatisme ambiant, et elle porte le message des scientifiques, mais avec ce qu'il faut comme émotion pour que ce message passe. Parce que le problème des scientifiques, c'est qu'on ne peut pas leur demander d'être à la fois précis sur ce qui est en train de se passer et en plus d'avoir les mots pour le dire, pour avoir ce supplément d'âme qui permettrait aux gens de se mobiliser pour agir. Donc Greta Thunberg, elle joue sur le registre de l'émotion pour ça, elle le fait très bien. Et on a besoin de gens comme ça pour déclencher des actions. Elle serait sûrement très exigeante avec le groupe Bouygues, donc vous nous expliquerez un petit peu tout ce que fait Bouygues pour s'attaquer à cette question de la transition énergétique. Frédéric Michaud, est-ce que vous avez un exemple, une personne, un motif d'espoir pour reprendre la main? Non, alors j'ai pas cherché une personne ou un motif d'espoir, mais c'est une déformation professionnelle. J'ai cherché plutôt un résultat d'étude. Et c'est difficile à trouver dans le climat actuel. La morosité est vraiment ce qu'il y a de plus répandu quand on interroge les Français sur leur état d'esprit. Les mots qu'ils nous restituent, méfiance, morosité, lassitude, peur, on est sur une tonalité qui est très négative, qui est très pessimiste. Mais tout de même, j'ai trouvé un résultat qui m'a semblé positif, porteur d'espoir. C'est le suivant, et je vous le livre. 93% des Français nous disent que les gens peuvent changer la société par leurs choix et par leurs actions. Donc on est très très loin d'une forme d'impuissance ou de résignation, et c'est très répandu dans la population. 93%, c'est quasiment l'ensemble de la population, et surtout c'est un résultat qui est en progression de 20 points par rapport à il y a 3-4 ans. À l'époque, il y avait seulement 3/4 de la population qui considérait donc qu'on peut changer la société par ses choix et par ses actions. Je trouve que c'est un élément qui est intéressant et qui permet de nuancer un climat général qui est très négatif et qui est très sombre. C'est exactement notre sujet, donc ça tombe bien, merci beaucoup. Magali Regueza, un motif, une personne, un exemple d'espoir? Ça serait plutôt un motif.
j'ai la chance d'avoir deux petites filles, dont une est à la maternelle et l'autre est en primaire. Et je vois en fait c'est ce qui se développe aujourd'hui dans les écoles autour de l'éducation au développement durable. Et quand on voit en fait ce que les enseignants arrivent à faire avec les enfants et à faire prendre conscience à ces tout petits des enjeux du développement durable, et de voir que ça fonctionne avec ces enfants, je me dis que c'est pas perdu. Et je me dis que c'est pour eux qu'on peut le faire. Alors, je ne parle pas des générations futures au sens développement durable. On agit bien sûr sur les générations futures. Mais je me dis aussi que si on apprend à ces enfants à faire des choses difficiles, qui sont compliquées pour eux, on devrait pouvoir aussi faire en sorte que les adultes se mobilisent. C'est pas plus gagné pour eux que d'apprendre à faire du vélo que pour nous d'apprendre à respecter les ODD. Voilà, on revient souvent vers les jeunes sur les motifs d'espoir. Mario Sander, un exemple aussi? Yes, thank you very much. One of the missions of the World Bank is to eradicate global poverty. And what we are seeing now with COVID-19 is that 100 million or more will fall back into extreme poverty. That's less than $2 a day. And what we have done, I was to give you a concrete example of Pakistan. There is a project, social protection project, and the objective is to allow people to keep their vital assets so that they can earn their living. Because what happens in these situations of extreme poverty and shock, people sell their vital assets, their bicycle, their sewing machine, what have you. And we have put up this project reaching 4 million people who can keep their assets and still feed their family. So that's a project in Pakistan. It's one of the series of projects. I think it's very concrete and shows how we try to help people enable to earn their living even under extreme shocks like COVID-19. Thank you. Merci beaucoup. Donc, Mario Sander qui nous explique que la Banque mondiale se félicite de permettre aux gens de gagner eux-mêmes leur argent. En gros, c'est ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, le fait de donner les outils aux gens de se faire eux-mêmes leur richesse et de ne pas forcément compter sur que ça vienne du ciel. Hein, on en reparlera. Alors, pour commencer, on va revenir vers vous, Frédéric Michaud, pour s'intéresser un petit peu aux études d'opinion. On dit que les Français ou les citoyens en général peuvent être un petit peu sceptiques par rapport à la mondialisation aujourd'hui. Vous pourriez peut-être nous dire un petit peu ce qu'on voit dans les études d'opinion. Est-ce qu'on retrouve vraiment cette question de scepticisme vis-à-vis des grands flux internationaux? Et vous allez aussi nous parler d'une étude sur la transition écologique qui, là aussi, va plutôt dans le bon sens. On a l'impression que les Français, en tout cas, trouvent que ça doit être une priorité pour le plan de relance, par exemple. Oui, absolument. Alors, quand on interroge les Français et qu'on leur demande quels sont les mots qu'ils associent spontanément, qui leur viennent spontanément à l'esprit quand on leur parle de mondialisation, les mots qu'ils nous restituent sont des mots très négatifs. La pauvreté, le chômage, l'uniformisation, les conflits, la destruction, l'opinion générale la perception générale de la mondialisation par les Français est mauvaise. 60% des Français, donc une majorité assez large de la population, déclarent avoir une mauvaise opinion de la mondialisation. Les effets de la mondialisation sont en majorité perçus comme étant négatifs dans toute une série de domaines. Négatifs en matière de croissance, négatifs en matière de pouvoir d'achat, négatifs en matière d'emploi, négatif en matière de salaire, et à chaque fois dans des majorités très très élevées, et puis négatif aussi en matière de préservation de l'environnement. Donc vous le voyez, on est d'ores et déjà dans une toile de fond, si je puis dire, qui est extrêmement, là aussi, négative sur la perception de la mondialisation. En réalité, on a l'impression que c'est un mouvement qui a eu des effets positifs sur d'autres régions du monde, des effets positifs pour l'Asie, des effets positifs pour l'Amérique du Nord, mais surtout des effets négatifs en Europe et en France. Et puis, plus particulièrement, quand on demande aux Français si les grands bénéfices de la mondialisation, ils les perçoivent ou pas, ou si la mondialisation contribue ou pas à améliorer la situation dans toute une série de domaines. Là aussi, on est face à des perceptions qui sont très mauvaises. À chaque fois, des minorités qui nous disent que la mondialisation contribue, par exemple, à améliorer le niveau d'éducation, à améliorer la santé, à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté, ou même à préserver l'environnement. Ça, c'est la dernière réponse. Il y a un lien très net, très négatif, qui est établi par l'opinion publique entre la mondialisation et
et l'environnement, la mondialisation, dans l'esprit des Français, contribue à détériorer l'environnement et à accélérer le réchauffement climatique. Donc vous le voyez, une perception très, très néfaste. Et puis évidemment, dans ce cadre, ce qu'il faut faire pour les Français, c'est imposer des normes plus strictes, revenir en arrière, si tant est que ce soit possible, et tenter de réguler la mondialisation. Hein. Quand on demande, par exemple, aux Français s'il faut que la France s'ouvre davantage au monde ou bien qu'elle se protège davantage, 2/3 d'entre eux nous répondent qu'elle doit se protéger davantage. Et c'est un élément qui est en augmentation très très nette depuis quelques années. Donc vous voyez la toile de fond. Sur la question de la transition écologique, est-ce qu'ils estiment par exemple qu'il faut davantage réguler aussi la mondialisation pour s'y attaquer vraiment ? Ah oui, absolument, absolument. Je dirais que ça va même au-delà de la régulation. On est presque dans une demande de retour en arrière par rapport à la mondialisation, hein, d'arrêter ce mouvement qui est en marche depuis plusieurs décennies, en tout cas de l'infléchir de manière très substantielle. Ça, c'est une attente qui est extrêmement forte dans la société française, dans l'opinion. On l'a vu monter au cours des dernières années. Et puis là, il y a une accélération avec la période de confinement et avec la pandémie actuelle. Alors justement, on va en profiter parce que quand on parle de mondialisation, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? On est avec Magali Regueza qui est membre du Haut Conseil pour le climat, mais également géographe. Vous me parliez de la différence entre la mondialisation et la globalisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, en fait, en français, on a la chance d'avoir deux mots. La mondialisation, c'est l'idée qu'aujourd'hui, quand on veut passer un certain nombre de faits sociaux, on est effectivement obligé de les penser à l'échelle de la planète, ce qui n'était pas le cas dans les décennies précédentes. Que vous preniez les migrations, les questions environnementales, les flux touristiques, qu'on regarde les questions environnementales, on se trouve à chaque fois avec l'idée qu'on a maintenant un monde qui fait sens, alors qu'auparavant, vous aviez le monde romain, le monde chinois, le monde grec, etc. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui cette idée que l'échelle à laquelle on doit penser les phénomènes est vraiment celle de la planète. La globalisation, c'est un peu différent. La globalisation, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces faits sont devenus systémiques. On l'a très bien vu avec le Covid. On voit en fait que du fait de l'interconnexion des territoires et des économies en particulier, mais aussi des mobilités, mais aussi de la numérique, vous avez en fait une interdépendance très importante des différentes parties de la planète, et donc qui font que quand on va prendre une décision, elle va forcément impacter avec des effets dominos l'ensemble des autres acteurs, l'ensemble du système. Et donc en fait, ces effets d'interdépendance, ils sont extrêmement importants parce que qui vont expliquer d'abord la propagation d'un certain nombre d'un certain nombre d'exemples de dynamiques, on a vu le Covid, c'était très clair, mais aussi la difficulté à se penser comme un isolat. Et la grosse difficulté du point de vue de la gestion, et là on peut revenir aux questions environnementales, c'est que le monde et la gouvernance des questions mondiales est héritée du 19e siècle et est pensée sur une somme d'États, dans le cadre des États-nations, avec l'intérêt général. Or, dans un système, la somme des parties ne fait pas le tout. Pour le dire autrement, quand vous regardez la carte du monde, la carte que vous avez à l'école, c'est comme un puzzle. L'ensemble des États, ça fait le monde. Et quand vous êtes sur une scène internationale, une arène internationale, effectivement, vous avez représenté l'ensemble des souverainetés nationales. Quand vous regardez la question climatique, mais il faudrait parler en réalité de l'ensemble des questions environnementales, vous voyez bien que toutes les questions sont connectées. Et que donc vous avez un cadre qui découpe pour gérer un problème qui, lui, est un problème d'interpénétration. D'un côté, vous avez le puzzle, de l'autre, vous avez le tapis. Et l'ensemble des fils, ça ne vous fait pas un tapis. Il faut encore les tisser entre les fils. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la seule façon de régler ces questions-là, c'est justement le cadre international dont on dispose. Et pas le cadre transnational
Nous, les géographes, on parle de transcalaire, c'est-à-dire en fait le fait que le local est dans le global est dans le local, cette interpénétration aussi des niveaux. Et donc, ça pose un problème d'ingénierie. Et c'est pour ça qu'on parle de gouvernance. Il n'existe pas de gouvernement mondial avec une souveraineté d'un chef du monde. On a besoin de se mettre d'accord en articulant effectivement les souverainetés et les intérêts nationaux, en sachant que les décisions des uns impactent les décisions des autres. Et juste pour vous donner un exemple, quand vous réfléchissez à la question de l'atténuation et des politiques d'atténuation en France, on entend souvent l'argument qui en fait relaie aujourd'hui le climato-scepticisme, de dire « mais la France, c'est qu'1% des émissions mondiales. À quoi ça sert d'agir pour 1%? » Et effectivement, si la somme, l'accord de Paris, c'est bien que la somme des pourcents va arriver à faire qu'à la fin, tout marche. Ça suppose que tout le monde joue le jeu. Et donc, si vous voulez, l'idée de la globalisation, elle est doublement importante. Elle est importante pour expliquer qu'effectivement, d'abord, on a affaire à des choses complexes où les décisions que nous prenons, elles vont avoir des conséquences effectivement sur nos voisins avec des effets de solidarité et des effets dominos qui font que ce que nous faisons aujourd'hui va avoir des impacts non seulement sur les autres, mais aussi dans le temps, avec ce qu'on appelle des effets de rétroaction positive ou négative, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets boomerang qui vont nous revenir en pleine figure et pas forcément tout de suite, aux générations futures. Et puis le deuxième point, c'est l'idée pour gérer cette complexité, on a effectivement des mécanismes qui sont là, qui existent, des mécanismes qui impliquent la souveraineté des États ou la souveraineté des organisations supranationales, et que là on a une question de géopolitique au sens le plus strict du terme, et qu'on ne doit pas mélanger les deux domaines. Justement, alors sur cette question supranationale, je vais me tourner vers Marie-Pierre Védrenne. Vous êtes députée européenne et vice-présidente de la Commission du commerce international. Donc quand on parle de l'Union européenne, et si on s'attaque à cette question de la mondialisation, vous m'expliquez que l'Union européenne est en train d'essayer de mettre en place des mesures pour avoir une mondialisation qui ait davantage de règles dans la mondialisation. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ? Oui, effectivement, c'est l'Union européenne déjà qui travaille et qui négocie sur le volet commercial au nom de tous les États membres de l'Union européenne. Donc elle a un rôle fondamental, et je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit précédemment, sur la différence entre mondialisation et globalisation. Je trouvais ça véritablement très juste, et de bien expliciter aussi que justement toutes les choses sont complexes et que tout le travail qu'on cherche à mener au sein de l'Union européenne et spécifiquement au sein du Parlement européen sur ces questions extrêmement sensibles en France, j'entendais la fin du débat tout à l'heure où il parlait du Mercosur, c'est vraiment l'interconnexion entre tous les systèmes et comment l'Union européenne, à l'heure actuelle, elle travaille justement pour reprendre son destin en main, parce que c'est le titre de notre table ronde aussi, comment elle travaille pour pouvoir être autonome dans la définition de ses objectifs, de ses enjeux. Et tout le travail qu'on mène, c'est effectivement avoir une mondialisation qui soit juste, qui soit régulée. Et on a un travail à faire sur la scène internationale, sur les questions commerciales, avec l'Organisation mondiale du commerce, où on voit que les règles, comme ça a été dit aussi précédemment, à l'heure actuelle ne sont plus adaptées au monde tel qu'il est et au monde tel qu'on le voit avec aussi le choc du Covid, qui nous a démontré notre dépendance sur énormément de secteurs et des secteurs stratégiques. Et il faut qu'on évolue vers la définition de nouvelles règles, et il faut qu'on évolue vers une mondialisation, comme ça a été dit aussi sur le constat par rapport à tous les eurobaromètres avec les Français, qui démontre que la mondialisation ne peut être un facteur aussi qui contribue justement à répondre à nos objectifs en matière climatique. Justement, et tous les donc débats est-ce que vous allez essayer de mettre en place des garanties, notamment pour l'accord de Paris sur la déforestation? On en parle beaucoup là sur l'accord du Mercosur, par exemple. C'est exactement ça. C'est en fait, à l'heure actuelle, dans nos chapitres dits de libre-échange, nous avons dans nos accords un chapitre dit du développement durable, et qui mentionne nos ambitions et les engagements sur l'accord de Paris. Et toute la problématique sur laquelle on est confronté, c'est qu'on voit que nos partenaires commerciaux ne respectent pas leurs engagements. Donc c'est comment on arrive à faire évoluer les textes pour que nos partenaires respectent réellement leurs engagements. Comment on va contribuer au fait que ces chapitres deviennent contraignants et qu'on arrive justement à avoir des accords de libre-échange qui ne soient plus des accords de libre-échange, mais qui soient véritablement des accords de régulation. Parce qu'il faut que,
Et ça a été dit aussi précédemment, nous sommes dans un monde interconnecté. Nous travaillons sur la politique industrielle aussi pour pouvoir rapatrier certains secteurs, pour pouvoir relocaliser certaines choses. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et il faut qu'on continue à commercer aussi avec l'ensemble du monde, parce que toutes nos matières premières, par exemple, ne sont pas sur notre continent ou ne sont pas en France. Et nous sommes donc interconnectés, interdépendants. Mais il faut que dans nos accords, on puisse évoluer vers une mondialisation qui soit beaucoup plus verte, qui soit beaucoup plus juste aussi, parce qu'il y a toutes les questions, effectivement, et tous les débats qu'il y a sur le Mercosur, sur le verdissement, sur la déforestation, mais il y a aussi toutes les conditions de concurrence déloyale en matière sociale. Quand on parle de négociations avec la Chine et qu'on voit les difficultés en Chine avec Hong Kong, avec la situation sur les droits de l'homme et les Ouïghours, il faut que notre politique commerciale soit un levier aussi sur cette question. Donc il y a des gens au sein de l'Union européenne, en tout cas, qui ont entendu ces doutes sur la mondialisation et qui travaillent à une mondialisation plus vertueuse. Alors quand on parle de mondialisation, je ne vous oublie pas, Fabrice Bonifay, on va parler des entreprises. Une grande entreprise comme Bouygues a forcément des choses intéressantes à nous dire sur la question. D'abord, je me tourne vers Mario Sander. Quand on parle de mondialisation, la Banque mondiale est un acteur très important. Comment est-ce que vous, à travers les projets que vous financez, comment est-ce que vous redonnez du pouvoir aux citoyens? Vous me parliez de 3 piliers importants pour vous. Oui, peut-être une remarque ou un commentaire ou a comment on what's just been said about the importance of climate and maybe the global level and the country level. At the World Bank, ultimately we work at country level. So countries borrow from the World Bank, countries receive grants from the World Bank to achieve their objectives. And the World Bank has done 21 billion in climate-related finance just last year and 83 billion over 3 years. And the main message here is it is an enormous amount of money relative to what we can do. And it has exceeded our sort of agreement. But what is important, the approach we have, we want to enable countries to fulfill their engagements. The World Bank is a supporter, a facilitator, a financier. It's a knowledge platform. That's what we provide to help countries achieve these objectives, the climate objectives and all the other objectives. I think that is very important to see what is our understanding. Our understanding under the leadership of our current president is very clearly country outcomes. Ultimately, people live in countries. That's what the real, where we have to operate and where the World Bank can make a difference. So if I look at what we really have right now, the 3 big challenges that we see is, of course, COVID. First of all, the emergency response, the medical response, and there is the social protection, and then rebuilding better. And the rebuilding better agenda, that is, of course, very closely linked to what the previous speakers have already alluded to. It's greener, but from our angle, it is not just greener. The angle we take is be more resilient, because there may be another shock around the corner. It could be another health emergency, it could be natural catastrophes. There are all sorts of things, and so the approach is a little bit larger. It's about resilient recovery. And to give you a very tangible example, I think that everybody can relate to, that's distance education. The distance education has been discussed for quite a while, even before the COVID crisis. But it was more about the quality of education. So there was a sense that maybe even if there are high enrollment rates and good presence, even girls' education, good girls' enrollment, the results were not good enough. So we need better quality education to have better skills for these people and these economies to compete in a modern knowledge world. Then came COVID and other natural catastrophes. And then there was a sense there's no education at all. So the idea to use distance education, technology-based remote education for better outcomes and to be able to deliver the education even in times of great emergencies and crises, that's a very important thing that we work on. This is part of our agenda, resilient, build back better. Better in what way? In the sense of making it more resilient. But there are, of course, also other aspects, like the immediately related to climate. It is very clear we will not go back to the way we did business
before the crisis. That is very clear. And what we are doing now here today, I think, is a very good example. It is much more climate friendly than had we all been traveling to a location. So I think there's a lot happening. Another big theme, if I still have a few minutes, is of course the debt crisis. Debt was already building up, and the dramatic economic downturn that we have seen has made it even more dramatic. So the International Monetary Fund and the World Bank have spearheaded a debt service payment suspension initiative that was endorsed by the Paris Club and by the G20 to give fiscal space to countries to address the immediate needs out of the crisis. But of course, the debate has moved on. Debt service suspension is one thing, but of course, there may be even cases where debt suspension may not be enough to give countries the fiscal space to respond to the emergencies. So we may have to look at measures going further in the debt area. And lastly, of course, our Fund for the Poor, IDA, the World Bank has, between now and the middle of next year, will commit $160 billion in resources to the poorest countries of the world, partly in grants, partly in highly concessional finance. There's the question, will that be actually enough? Now that all the needs are way beyond anything we have seen, will that be enough? And there's a debate ongoing, but I think it is very important, since we talk about this in the context of enabling, of giving people hope. At the end of the day, there need to be resources to promote growth and job creation, and that needs investment. So I think that's maybe the big themes I wanted to touch upon here, and then we can talk about it more. Thank you. Oui. Merci. Alors la Banque mondiale qui évidemment est toujours dans cette logique de donner le pouvoir aux États, nous disait Mario Sander, d'atteindre leurs objectifs, et qui est évidemment qui a une priorité en ce moment, c'est le Covid et comment accompagner cette nouvelle économie qui sera forcément différente après le Covid. La mondialisation, on le disait, qui crée énormément de doutes. On va revenir vers vous, Fabrice Bonifay. Le groupe Bouygues. Comment est-ce que vous mettez en place des solutions pour avoir un groupe qui soit plus vertueux, en entendant cette demande des citoyens de reprendre un petit peu la main? Oui, en fait, je pense qu'effectivement, c'est les citoyens qui vont permettre de bouger les choses, parce que le problème de la globalisation, c'est que les centres d'intérêt des États sont tellement différents. Je crois que c'est Nicolas Hulot qui parlait d'assemblées de copropriétaires, sauf que là c'est 192 copropriétaires de la planète, mais ils ont des intérêts qui sont tellement divergents que ça va être difficile de les faire converger sur l'essentiel, alors qu'ils devraient converger sur l'essentiel. On a tous une maison commune. Et on en est déjà à la 26e ou 27e COP, et on voit que au-delà des déclarations d'intention, ce que disait la députée, c'est que les gens s'engagent, les États s'engagent, mais il n'y a pas de police derrière ces engagements, donc il n'y a pas de contraintes, et il n'y a pas de punition pour ceux qui s'engagent sans rien faire derrière, y compris la France d'ailleurs, parce que nous avons signé l'accord de Paris, mais on n'a rien mis en œuvre réellement pour le respecter, alors qu'on est une démocratie. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de trouver des solutions de gouvernance mondiale. Je pense que tous ceux qui travaillent sur ce sujet devraient être sanctuarisés. Enfin, c'est bien de travailler sur un sujet qui est une mission quasi impossible. Et la seule solution finalement, si on veut arriver à bouger les choses, à faire bouger les choses, ça viendra à la fois des citoyens, donc d'où Greta Thunberg, et des entreprises. Parce que les entreprises ont plus conscience de leur vulnérabilité que les États. Les États, même si la France fait faillite, et elle fera faillite sans doute un jour tôt ou tard, comme la Grèce, le Portugal, l'Italie, une fois qu'on a fait faillite, quand on est un État, l'État existe toujours. Une entreprise, une fois qu'elle fait faillite, elle n'existe plus. Donc les entreprises viennent de comprendre, c'est récent, qu'il ne peut pas y avoir de business viable sans planète viable. Mm-hmm. C'est très très récent, c'est date d'il y a quelques mois. Et que finalement l'objectif de l'entreprise, c'est de durer. Et donc pour durer, il faut pas simplement de l'argent, il faut avant tout, il ne faut pas seulement gagner de l'argent, mais il faut préserver les ressources qui permettent de gagner cet argent. Parce que c'est quoi le business réellement? Le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des convertisseurs et des machines. S'il n'y a pas de ressources naturelles, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus de business.
Et comme il va y avoir moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie, eh bien, le business risque de se contracter et l'économie va se contracter. Donc comment on va arriver, et nous chez Bouygues on réfléchit à cette question, comment on va arriver à continuer de maintenir une certaine rentabilité pour nos actionnaires avec une économie qui va se contracter. C'est ça toute la question. Donc là il y a deux solutions. C'est innover pour essayer de récupérer dans la gamelle des autres ce que ne pourra plus produire dans notre propre écosystème. C'est-à-dire que, bah oui, on va se mettre à produire de l'énergie, nous aussi, renouvelable, bien sûr, sur nos ouvrages, sur nos infrastructures. Donc ça s'appelle les bâtiments à énergie positive. Bon, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Et puis, il va falloir qu'on rentre dans une logique de frugalité extrême dans l'acte de construire, dans les infrastructures, dans l'aménagement des villes, la sobriété, comment faire en sorte de donner le même confort d'usage à des citoyens, mais en étant plus malin dans l'utilisation des ressources. Un grand groupe comme Bouygues peut dire aujourd'hui on va se tourner vers la frugalité ? Oui, oui, bien sûr. La frugalité dans les modèles constructifs, la frugalité dans la consommation d'énergie des infrastructures, dans la capacité de ces infrastructures à autoproduire les flux dont elles vont avoir besoin pour fonctionner, et puis surtout changer de paradigme de la gestion de ces infrastructures. Je vais vous donner un exemple. Pendant très très longtemps, enfin il y a encore une quinzaine d'années, l'obsession des constructeurs, c'était l'efficacité énergétique du bâti. On raisonnait, bah oui, il faut baisser les kilowattheures par mètre carré. Et on se dit, voilà, ça c'est la construction durable. Bon, on s'est aperçu que c'est bien de faire ça, mais ça suffira pas, compte tenu de l'effort qu'il y ait à consentir. Division par 2 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, division par 3 d'ici 2050. Ça, même si on divise par 10 la consommation d'énergie des bâtiments, ça ne suffira pas. Donc, une autre idée est arrivée, c'est l'intensité d'usage. C'est dire, bon voilà, les bâtiments sont aujourd'hui en Europe structurellement sous-utilisés. Donc un bâtiment tertiaire, par exemple, public ou privé, est utilisé entre 25 et 30% du temps. Le reste du temps, c'est fermé. Ça ne sert pas. C'est comme une voiture particulière, c'est 95% du temps à l'arrêt. Donc il y a peut-être moyen d'avoir une meilleure utilisation de ces infrastructures, utiliser finalement le temps d'usage, la chronotopie d'utilisation du bâtiment, pour dire, voilà, ben, quand le soir, la nuit, les jours fériés, l'utilisateur principal n'utilise pas l'infrastructure, ben, c'est peut-être possible d'avoir des utilisateurs secondaires qui utilisent l'infrastructure. Alors peut-être pas toute l'infrastructure, il y a des zones qui doivent être bien sûr protégées, mais les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants, les rooftops, les salles de réunion, etc., c'est des infrastructures. Vous menez au sein du bien groupe sûr. En ce moment, des choses qui sont en train de se faire. Et en train de se faire, et des offres commerciales sont en train d'émerger pour dire, voilà, on va vous vendre un bâtiment, monsieur le client, et si vous acceptez, eh bien, quand vous n'allez pas avoir l'usage de certains espaces dans votre ouvrage, nous, on va essayer de trouver des moyens de commercialiser ces espaces pour faire en sorte que le bâtiment soit plus utilisé. Alors c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que c'est plus rentable. Voilà, c'est que c'est beaucoup plus rentable pour le propriétaire, pour l'investisseur, parce que dès lors que vous allez avoir un dénominateur avec plus d'utilisateurs, ben ça fait plus de cash qui va rentrer finalement dans le compte d'exploitation du bâtiment. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, ça va être de rendre le durable rentable. Parce que c'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Hein. Bio, c'est mieux, les voitures électriques, c'est mieux, mais c'est plus cher. Donc on arrivera à faire du durable si on arrive à faire en sorte que les modèles économiques fassent que ça sera moins cher de faire du durable que de non durable. Alors pour ça, on a des solutions techniques, mais le législateur doit aussi nous aider un peu et faire en sorte que la régulation, après tout, ils servent à ça, hein, les élus, ben, aide en fait à cette transition. C'est-à-dire que le coût du travail aujourd'hui est beaucoup trop cher par rapport au coût de l'énergie. On l'a dit, ça fait des années qu'on le dit, si on veut que les solutions durables dominent, eh bien, il faut rééquilibrer en fait ces deux notions, baisser le coût du travail de façon drastique et faire en sorte que le coût de l'énergie soit beaucoup plus élevé, et notamment les énergies sales. Ça s'appelle la taxe carbone. Donc c'est ça qu'une taxe carbone à 200 ou 300 euros, il y a tout un tas de business qui redeviennent plus rentables aujourd'hui et plus locaux, bien entendu, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, et donc des emplois plus locaux forcément. Taxe carbone qui n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. On a vu Mais oui, parce que c'était mal expliqué. Les rouges. Oui, bien sûr, mais ça c'est une faute des politiques de ne pas avoir fait la pédagogie de cette taxe carbone, parce qu'en fait finalement, les Gilets jaunes ont réagi par rapport à quelque chose qui était en réalité
utile pour eux, mais ils l'ont compris le contraire de ce qu'il fallait qu'ils comprennent, parce que ils se sont dit, bah, on est déjà acculé de taxes, etc., et on remet une part dessus. Alors qu'en fait, si on avait une énergie qui était beaucoup plus chère, il y aurait beaucoup plus d'emplois locaux. Il y a eu une très très mauvaise pédagogie. Donc c'est vrai qu'on fait pas deux fois une première impression. Il va falloir que de toute façon, tôt ou tard, donner un prix à ce qui est sale, véritablement sale, et ça reviendra d'une façon ou d'une autre. Et le rôle des entreprises, c'est de trouver des solutions. Donc on a, chez Bouygues en tout cas, mon travail, c'est d'accompagner les opérationnels dans l'émergence de nouveaux modèles d'affaires pour les bâtiments, pour les infrastructures, de manière à rendre en fait les solutions commerciales que l'on propose à nos clients véritablement à la fois durables, mais économiquement viables. Parce que si c'est pas économiquement viable, ce sera pas durable. Alors, le gouvernement, vous attendez plus de régulation de la part du gouvernement, des États, et les États attendent aussi des efforts des entreprises. Magali Rexach, je voulais revenir vers vous. Le Haut Conseil pour le climat a rendu un rapport il y a quelques semaines sur le plan de relance et s'est intéressé un petit peu à quel point est-ce que les objectifs climatiques étaient pris en compte dans ce plan de relance. Et il y avait un point, notamment sur les entreprises. Le Haut Conseil pour le climat considérait que peut-être on ne demandait pas assez de contrepartie aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors en fait, il y a deux choses pour le climat. Donc son premier rôle. Vous m'entendez ? Oui, alors la connexion n'est pas très bonne, donc si c'est trop mauvais, on reviendra vers vous plus tard, on vous laissera peut-être rallumer tout ça, mais allez-y pour l'instant. Le Haut Conseil pour le climat a d'abord quelque chose de très important, c'est en fait de regarder la trajectoire carbone de la France. Et donc chaque année, le Haut Conseil rend un rapport qui a été publié au mois de juillet, qui est transmis au Premier ministre, pour regarder quelle est la trajectoire carbone de la France par rapport aux engagements de la stratégie nationale et bas carbone. J'insiste beaucoup sur ce rapport parce que d'une part, ce rapport permet de dire voilà ce qui s'est passé cette année et d'insister sur le fait que la question du Covid peut laisser entendre que le fait d'arrêter l'économie pendant 2 mois est quelque chose de très bon pour le climat, puisque ça va nous permettre de respecter nos engagements et nos objectifs. Or, ce qui est très important, c'est de dire non, pas du tout, qu'on va avoir des tas d'effets pervers, notamment des effets rebonds, et que donc il est nécessaire d'engager dès à présent des transformations structurelles. Il se trouve que le Conseil pour le climat a aussi rendu, un peu avant ce rapport, il s'est auto-saisi sur le rapport Covid, dans lequel il a insisté sur le fait que le Covid devait être, avec toute la crise évidemment économique, sociale qui allait suivre Covid, était un temps de transformation dans lequel la question de la relance allait être fondamentale, puisque l'enjeu n'est pas de rester sur une relance qui finalement pérennisait une économie carbonée et d'un mettre moyens considérables dans ce qu'on appelle une grise ou marron, c'est-à-dire une relance en fait qui repose sur l'ensemble des secteurs émetteurs sans engager les transformations nécessaires, mais au contraire de faire du Covid avec évidemment des guillemets une opportunité pour transformer de façon structurelle les économies. Et du coup, le Conseil pour le climat est associé effectivement à cette question de la relance et donc à inviter aussi les entreprises à agir pour non seulement respecter et contribuer au respect des engagements. Alors ça peut être aussi bien dans le transport, dans le bâtiment, que dans l'agriculture, dans l'entreprise émetteur. Et donc, effectivement, respecter ces engagements, c'est des lieux d'innovation pour permettre évidemment d'accompagner la transition. Je reviens sur ce qui a été dit précédemment. Le rapport du Haut Conseil insiste en particulier sur la question de la transition juste. C'est le dernier chapitre du rapport annuel. Cette question de la transition est fondamentale. Et je reviens du coup aussi sur la question de l'accès. Pourquoi ? Parce que les efforts d'atténuation qui sont demandés portent sur l'ensemble des composantes de la société. Ils portent aussi sur les entreprises que sur les citoyens, sur les administrations, sur on va en rester là parce que la connexion est mauvaise. On va vous laisser peut-être vous reconnecter pour avoir une meilleure qualité parce qu'il y a quelques mots qui nous manquent. Vous disiez les efforts doivent venir des citoyens et des entreprises. Je me retourne vers vous, Frédéric Michaud. Est-ce que dans les études d'opinion aujourd'hui, les Français font confiance aux entreprises? Est-ce qu'ils en attendent aussi beaucoup des entreprises sur cette question de la transition écologique et même d'une transition juste?
Oui, absolument. Quand on interroge les Français, qu'on leur demande, pour vous, la transition écologique, c'est d'abord l'affaire de... Eh bien, en réalité, ils nous répondent que c'est d'abord l'affaire des pouvoirs publics. Réponse attendue, hein. 2/3 des Français nous disent que ce sont aux décideurs politiques de prendre en charge cette question. Ils nous disent aussi que c'est le rôle des grandes entreprises pour une majorité d'entre eux. Donc là, on a les deux leviers de pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir politique. Mais ils nous disent également, et ça je trouve que c'est très intéressant à la lumière des échanges, que c'est d'abord l'affaire des citoyens aussi, à hauteur de 61%. Ça fait écho à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les citoyens ne se sentent pas impuissants par rapport à tout cela. C'est pas quelque chose qui est un phénomène qui est en surplomb par rapport à leur vie individuelle, mais au contraire quelque chose de très concret sur lequel ils se sentent en mesure d'agir. La transition écologique, c'est l'affaire des citoyens pour une majorité d'entre eux. C'est un petit peu moins l'affaire des petites et moyennes entreprises, avec des associations et des ONG d'autre part. Peut-être parce qu'il y a des questions là, de moyens et de ressources qui sont, en tout cas dans les perceptions, inférieures, mais on voit bien que dans ce grand mouvement global, tous les efforts sont nécessaires et tous les acteurs doivent être mis à contribution, les pouvoirs publics, les grandes entreprises, mais aussi les citoyens. Ça m'amène à peut-être relever un point qui est intéressant et qui lui aussi permet d'apporter un élément de réponse au débat actuel. On a vu tout à l'heure que pour la majorité des Français, la lutte contre le changement climatique était incompatible avec la poursuite de la mondialisation, telle qu'elle est engagée depuis plusieurs années. Ça, c'est un élément qui est très clair dans les études d'opinion. En revanche, ce qu'on voit et ce qui est nouveau par rapport à la crise économique précédente, celle qui a eu lieu entre 2008 et 2012, c'est que l'antinomie qu'on voyait à l'époque entre l'économique et l'écologie, cette antinomie n'a plus lieu d'être. Dans l'esprit des Français, on peut tout à fait concilier l'économie et la lutte contre le réchauffement climatique ou la préservation de l'environnement. Par exemple, je vous cite un résultat d'étude, 71% des Français nous disent on peut continuer à développer notre économie tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Le thème de la décroissance, c'est-à-dire pour préserver l'environnement, on sera obligé de stopper la croissance économique. Il y a seulement 26% de la population, c'est stable, qui adhère à cette proposition. Alors, c'est déjà beaucoup, hein, un quart de la population qui adhère à la décroissance. Mais d'une manière générale, on a plutôt l'idée qu'on peut concilier les deux. On a même l'idée, pour 2/3 des Français, que la transition écologique est une opportunité pour créer davantage d'emplois. Puis dans le plan de relance actuel, on aurait pu s'attendre à ce que les Français nous disent qu'il faut relancer l'économie de manière très rapide, quel que soit l'impact environnemental. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux socio-économiques qui sont importants. Eh bien, en réalité, les Français prennent une position qui est plus modérée. Les 2/3 d'entre eux nous disent qu'il faut favoriser une relance progressive, mais qui prend en compte la transition écologique. Donc les Français finalement ont plutôt confiance dans le modèle économique pour mener cette transition écologique. Si on revient sur la responsabilité des entreprises pour mener la transition écologique, il faut déjà bien comprendre ce qui ne fonctionne pas. Vous me parliez d'une nouvelle manière peut-être de calculer la richesse, où on prendrait en compte les externalités négatives. Vous appelez ça la comptabilité de 3 capitales, c'est ça ? Le triple capital. Le triple capital. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, on ne peut pas dire que c'est la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'est possible. C'est un mensonge. Donc, il est possible de dire qu'on peut faire une prospérité sans croissance de flux physique carboné, parce que c'est bien ça qu'il faut faire diminuer. Prospérité sans croissance de flux physique carboné. Oui. Donc sans pétrole, sans gaz et sans charbon. Voilà. Donc, comme c'est 82% du mix mondial, il faudra finir par dire la vérité aux gens.
si on veut vraiment sauver le climat, donc sauver la vie et donc sauver tout le monde, l'humanité, il va falloir qu'on émette beaucoup moins de carbone. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation directe entre nos types d'extraction des matières premières, etc. Bon, certes, on va peut-être arrêter d'émettre du carbone, mais on va continuer d'utiliser les ressources minérales qui, elles aussi, sont finies dans l'absolu. Donc c'est pas un bon modèle. Donc si on veut arriver à changer de paradigme, c'est de passer d'une économie de la possession, une économie de l'usage, à une économie de la possession, à une économie de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont fabriquer des produits dont elles resteront propriétaires et elles vendront l'usage de ces produits. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est bien sûr de faire durer le plus possible la durée de vie des produits, qu'ils soient réparables, de manière à ce que on soit moins dans une approche dite linéaire, où on extrait des matières premières, on fabrique des produits, on les vend, et ensuite, ces produits sont jetés dans la nature, avec des taux de recyclage et surtout des taux de réemploi, parce que le problème, c'est pas le recyclage, c'est le réemploi, qui sont anecdotiques. Donc, si on veut arriver à ce type d'économie, qui est véritablement durable, pour le coup, il faut changer le système comptable des entreprises. Donc, le système comptable, j'ai fait une grande... mais fallait quand même comprendre... On revient à la question de voilà. triple capital. Donc, en fait, aujourd'hui, l'obsession des boîtes, c'est de préserver leur capital financier. Voilà. Et il n'y a que ça qui compte. Sauf que pour faire du business, il faut 3 capitaux. Il faut des capitaux humains, des connaissances, des savoirs, des compétences. Il faut surtout des ressources naturelles, parce que je répète, il n'y a aucun business qui fonctionne sans ressources naturelles et sans énergie. Et puis bien sûr, il faut pouvoir financer des infrastructures, faire des investissements. Il faut aussi un capital financier, il faut de l'argent pour investir. Sauf que les entreprises aujourd'hui utilisent les assets, donc les actifs environnementaux comme des actifs, c'est-à-dire en fait, voilà, la nature a produit pendant des millénaires des ressources et elles sont gratuites. Elles sont gratuites. Aujourd'hui, les poissons des océans, c'est gratuit, le pétrole est gratuit, tout est gratuit. Alors ce qui coûte, c'est les coûts d'extraction, c'est vrai, mais la matière première en tant que telle est gratuite. Et donc, au C3D, nous considérons que si on veut avoir... C3D, c'est le collège des directeurs voilà, du le collège des directeurs pour durable. Nous considérons que si on veut avoir la vérité des coûts, des prix, il faut pouvoir intégrer au passif du bilan les matières premières qui sont utilisées par les entreprises pour pouvoir créer de la valeur. Voilà. Et de dire, voilà, j'utilise des matières premières issues de la nature, mais qu'est-ce que je dois dépenser, qu'est-ce que je dois amortir pour faire en sorte que ces matières premières, je les utilise pas, je les surexploite pas, et mieux que ça, qu'est-ce que je dois prévoir dans mes investissements pour régénérer ces matières premières, pour les protéger, pour les reconstituer, pour faire en sorte que, je vais pas en utiliser plus que ce que la nature est capable d'en fabriquer dans le cycle naturel de la vie. Et c'est la seule façon pour nous de pas surexploiter ces matières premières. Parce qu'on connaissait avec la Earth Overshoot Day tous les ans. Le jour du dépassement. Le jour du dépassement. Et puis un jour, on va s'apercevoir, c'est la fameuse citation, quand on aura mangé le dernier poisson et abattu le dernier arbre, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. On en est là aujourd'hui. Donc si on veut avoir la vérité des coûts, il faut pouvoir changer le système comptable des entreprises. Alors, il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui commencent à tester ce type de modèle du triple capital, qui a été inventé par des Français d'ailleurs, Alexandre Rambaud et Jacques Richard. Et on s'aperçoit effectivement que quand on commence à mettre au passif du bilan ce type de dépenses et d'investissement, on gagne un peu moins d'argent. On gagne un peu moins d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en gagne plus. Ça veut dire que on prend en compte en fait l'essentiel quand même du capital d'entreprise, qui est le capital naturel. Donc il va falloir qu'on choisisse, je pense qu'il va falloir que toutes les entreprises du monde choisissent entre la mort rapide assurée si on continue d'émettre autant de carbone, il nous reste 3000 jours, ou une mort plus lente, mais c'est quand même un peu sympathique de rester un peu plus longtemps, si on accepte de compter la valeur autrement. C'est ça en fait l'enjeu pour les entreprises dans les années qui viennent. Donc c'est le C3D, c'est ça? Oui. C'est des directeurs environnement comme vous, directeurs développement durable, oui. De grands groupes. Honnêtement, est-ce que c'est des discussions qui se font entre vous, des directeurs de développement durable, ou est-ce que ça imprègne les entreprises? Vous sentez vraiment que ça va dans ce sens-là? Oui, non, mais attendez, si je vous dis qu'on parle que de ça, non. Il y a aujourd'hui des espèces d'injonctions contradictoires dans les entreprises. C'est compliqué lorsqu'on a été sur un modèle qui est le modèle néolibéral classique pendant des années, où on n'a pas du tout pris en compte les enjeux de long terme, où le changement climatique c'était la plus importante des choses secondaires. C'est compliqué de changer d'approche.
Mais comme disait Al Gore, le management, c'est une énergie renouvelable. Donc, dans les boîtes, petit à petit, ça se renouvelle. Il y a des nouveaux managers qui arrivent, plus jeunes, sensibilisés par leurs enfants. Et puis surtout, la grande différence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce qui se passait il y a ne serait-ce que 5 à 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les changements climatiques, ça se voit. Ça se voit dans le quotidien des gens. Et les gens commencent à prendre peur, finalement. Et ils ont raison de prendre peur. Parce que chaque dixième de degré supplémentaire dans les changements climatiques, parce que c'est pas les changements c'est pas le réchauffement, c'est les dérèglements climatiques que ça va induire. Les gens disent, ben oui, mais alors c'est très bien, en 2050, il fera à Strasbourg le temps qu'il fait à Alger, mais c'est pas ça qui va se passer. C'est des dérèglements qui feront que, de toute manière, la vie sur Terre va disparaître. Donc c'est plus une responsabilité sociétale aujourd'hui, c'est une responsabilité morale de changer la façon dont on fait du business. Et on disait tout à l'heure, les Français sont contre la mondialisation. Ils sont contre la mondialisation, sauf le samedi matin quand ils font leurs courses. Et ce qui est important de leur dire, c'est que si demain on redonne le vrai coût d'un t-shirt à 3 €, si on donne le vrai coût du dernier iPhone à la mode qui fait tout un tas de fonctions, si on lui donne le vrai coût environnemental, il est clair que les produits vont coûter un peu plus cher. Et donc, que si on veut continuer de jouir de la technologie, utiliser et maintenir notre niveau de confort, l'économie de l'usage, c'est certainement l'économie qui doit s'imposer. La vraie liberté demain, ça sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. Donc vous me dites qu'il y a une prise de conscience au sein des directions des grandes entreprises. Je reviens vers vous, Marie-Pierre Védrenne, au niveau, donc vous êtes députée européenne, au niveau des institutions européennes, vous me disiez il y a un nouveau commissaire au commerce international qui devrait arriver. Est-ce que vous sentez que dans ce domaine du commerce international, cette finitude des ressources dont on parlait à l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, la question climatique en général, est-ce qu'elle est, alors j'imagine qu'elle est prise en compte, mais est-ce qu'il y a vraiment un volontarisme pour s'y attaquer concrètement ? Bien sûr qu'il y a un volontarisme pour s'y attaquer. En tout cas, c'est la voie et c'est ce que porte le Parlement européen. Et je pense que du fait du choc du Covid-19, du fait de tout ce qui a été dit là précédemment au cours de notre débat, on voit qu'aussi la priorité de l'Union européenne, avant le choc du Covid et encore plus maintenant, c'est d'assurer une transition. Et notre priorité, c'est la mise en œuvre du Pacte vert et de la loi climat. Donc il y a une ambition vis-à-vis à l'échelle de l'Union européenne pour travailler dans ce sens. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. Par rapport justement au prix carbone, à la taxe carbone. Effectivement, je ne reviens pas sur les difficultés qu'il y a eu en France, mais sur tout le travail qu'on mène actuellement au Parlement européen. Il faut effectivement qu'il y ait un prix juste du carbone à l'échelle internationale. C'est capital. Et c'est pour ça aussi que, pour répondre à tous les échanges qu'il y a eu en amont et pour aussi pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on porte au Parlement et comment on pousse le nouveau commissaire sur les questions du Pacte vert, il y a tous les travaux qu'on est en train de mener sur la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Parce que, comme ça a été dit juste à l'instant et très bien dit, il faut effectivement que on se rende compte que les produits qui rentrent sur nos marchés intérieurs, ils sont produits dans des modes de production totalement différents qui ne respectent pas nos normes européennes. Et il faut donc qu'on puisse mettre en place ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'être menées à l'échelle de l'Union européenne pour répondre justement à cette problématique. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Rendre rentable et durable à la fois, c'est effectivement capital. Et le futur commissaire, donc qui sera auditionné, M. Dombrovskis, le 2 octobre prochain pour la Commission du commerce international, doit nous démontrer justement qu'il a pris la mesure des enjeux et que la politique commerciale doit véritablement répondre à cet enjeu d'assurer une transition qui soit juste socialement et responsable écologiquement. Merci. Alors, on va revenir vers Magali Regueza. Il y a une question pour vous. J'espère qu'on a une meilleure connexion avec vous. On vous entendra bien. Une question pour vous. Vous parliez plutôt du besoin de rassembler au-delà des nations pour résoudre la crise climatique. Les jeunes se sont emparés du sujet avec Greta Thunberg en tête. On en parlait tout à l'heure. Comment rassembler et éduquer les autres générations à prendre part à ce mouvement ?
Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Quand on regarde la façon dont les enquêtes, enfin, et là je me tourne vers ceux qui font les enquêtes, mais d'opinion évolue, on voit que les jeunes effectivement sont souvent très mobilisés sur le climat. Après, quand on regarde les comportements, on se rend compte aussi que c'est pas forcément les jeunes qui ont les comportements les plus sobres, ne serait-ce que parce que typiquement votre téléphone portable, typiquement le fait même d'avoir des mobilités très importantes fait que vous n'êtes pas forcément très sobre dans vos comportements. Donc paradoxalement, c'est souvent des générations plus âgées qui ont des comportements plus responsables ou plus éco-responsables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, on parle beaucoup des efforts individuels et des comportements individuels. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux choses différentes. Il est évident que si on veut avancer sur les questions de développement durable, c'est l'ensemble des composantes de la société qui doit se mobiliser. Et on sait très bien aujourd'hui que ce sont les personnes qui vont être les plus fragiles aux impacts du changement climatique, qui seront aussi les plus touchées par les politiques d'atténuation et d'adaptation. Et je reviens à l'exemple des gilets jaunes. Moi, j'aimerais qu'on sorte un peu de cette espèce de caricature où on a d'un côté des gens abrutis qui comprennent rien parce qu'on leur explique pas bien les choses, et puis de l'autre des gens éclairés qui savent exactement ce qu'il faut faire et qui sont des modèles de vertu. Je rappelle simplement que quand on regarde par exemple le transport aérien, ça concerne une toute petite fraction de la population mondiale, et y compris dans nos sociétés, tout le monde n'a pas accès à l'avion. Donc la question de la transition juste et qui est portée par les ODD, puisque les ODD, vous avez vraiment trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Cette question de la transition juste, elle est fondamentale. Et derrière, il faut bien comprendre que si effectivement on veut aller vers des comportements individuels plus sobres, on a le levier d'action qui est effectivement celui de l'empowerment, le fait que les gens puissent s'approprier les mesures. Mais ça veut dire derrière avoir accès d'abord aux conditions du débat politique, avoir accès à l'expression politique. Et puis ça veut dire que derrière, on a besoin de structures d'accompagnement pour permettre que ces gens puissent effectivement avoir le choix de faire ou de ne pas faire, et surtout que les gens puissent avoir cette implication et qu'on les accompagne dans la transition, parce que cette transition peut être extrêmement lourde pour eux. Je reprends l'exemple des gilets jaunes et je reprends l'exemple de l'énergie. On sait aujourd'hui que pour beaucoup de ménages, et d'ailleurs pas forcément dans les couches les plus pauvres de la population, on a des enjeux forts de précarité énergétique. On a des enjeux forts d'accès à des transports qui permettent derrière l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi. Et on voit que là, par exemple, on a des problèmes d'aménagement du territoire très importants qui vont se poser dans les années futures, puisque les gens ne vont pas forcément habiter loin de leur lieu de travail ou de l'emploi par choix. Donc ce qui est très important aujourd'hui et qui se pose d'ailleurs dans le débat national et international, c'est de voir comment on va pouvoir accompagner les populations dans cette transition. On aurait le même débat sur les entreprises. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les entreprises dans la transformation? Et cette question de la justice, elle traverse vraiment la pertinence et l'efficacité des politiques publiques et des politiques de transition. Maintenant, sur les questions d'éducation, c'est un champ complet de la réflexion. Sur les questions d'éducation, elles sont nombreuses. D'abord, c'est comment est-ce qu'on informe et comment est-ce qu'on transmet aux individus, mais aussi aux entreprises, enfin à toutes les composantes de cette société, une conscience des efforts qu'il va y avoir à faire. Et ça, j'insiste sur ce point-là, parce que quand on regarde, effectivement, aujourd'hui, la majorité des Français est convaincue de l'existence du changement climatique et on sait bien que les gens sont sensibles, effectivement, à ces questions environnementales. Pour le coup, il est très difficile pour des individus de se figurer les conséquences pour eux-mêmes de ce que va être le changement climatique. Et quand on discute avec des décideurs politiques, quand on discute avec des personnes de l'administration, quand on discute avec les entreprises, on se rend compte que ces effets en fait du changement climatique, ils sont tellement compliqués, ils sont tellement multiples, on a tellement de rétroactions dans tous les sens que c'est très difficile de se figurer ce que va être par exemple le territoire national d'ici 10, 15, 30 ou 40 ans. On va avoir des mutations absolument majeures dans les écosystèmes, dans les paysages, dans les territoires qui seront habitables ou pas habitables. Quand vous regardez par exemple aujourd'hui les littoraux qui sont concernés par la remontée du niveau marin et dont certains vont être extrêmement compliqués à habiter, alors qu'aujourd'hui ils sont habités, on a vraiment besoin là d'avoir effectivement un effort d'information et de traduction concrète de ce que va être le changement climatique et derrière la crise de la biodiversité et derrière l'ensemble la raréfaction des ressources, l'ensemble en fait des facteurs qui composent de notre environnement et qui sont en train de
de changer, pour faire ensuite comprendre aux gens qu'est-ce qu'ils vont avoir à gagner et à perdre dans les efforts qui leur seront demandés. Alors et là aussi, attendez, je voudrais rester sur cette question quand même de la transition juste qu'on abordait avant. La transition, on a bien compris qu'elle était indispensable. On parlait aussi du fait que pour qu'elle soit acceptée, il faut aussi qu'il y ait un pan social à cette transition. Mario Sanders, je voudrais revenir vers vous. On a vu la crise des gilets jaunes en France et donc la nécessité d'avoir aussi des mesures sociales qui accompagnent les mesures environnementales. Est-ce que vous avez des exemples de projets comme ça qui sont menés au niveau européen et qui prennent vraiment en compte cet aspect social? Very much. The World Bank obviously operates mostly outside of Europe. But I think there's a very important aspect that I want to underline here, and that's the digitization. That is really, I think, what creates more equity, because as I said earlier, our objective is to eradicate poverty and promote boosted shared prosperity. So shared prosperity means that the bottom 40% have a higher share in growth and in economic participation. So how can we contribute to it? I mean, there are many ways, but a very specific one that is yielding big changes, especially in developing countries, but also, of course, in Europe, although that's not our remit, is digitization. It provides access to information, it provides access to business and to jobs opportunity, and it creates a more level playing field. So that's really the really big push that the World Bank is supporting in many parts of the world, is digitization as a major engine of growth. There's, for instance, one project that we support. It's a project of the African Union to provide all African business with access to the internet between now and 2030. It's a massive endeavor, but ultimately we feel that the most remote people from the capital or from the economic sort of center can all participate in the economy through digitization. They know the market price. They know maybe a better product, a better fertilizer, a better way to sell their product. So that is what I think creates a more level playing field, more level, more equitable access to the market opportunity, and that's where it becomes very social. So it's not as exclusive. If you're not at the right place at the right time, you are out. And I think digitization really makes a big difference of bringing in more people, have them participate in the economy and also in the economic, the yield, what the economic benefits. So that's really an important aspect that I want to underline. And maybe one more point that Fabrice mentioned earlier, the infrastructure. In many of the countries that we are operating, the question is not so much underutilization of infrastructure, but very intensive utilization of public and private infrastructure, which is already a major strain. But then on top of it, if there is a natural catastrophe and because of climate change, more intensive storms, floods, you name it, then this infrastructure disappears. So really in a condition of overutilized or very heavily utilized and dependent upon infrastructure, our effort there is to make it resilient to the impacts of climate change, which is very often, flooding and storms and what I've said earlier. So that is really a major thrust of our work on infrastructure to make it more resilient to the adverse effects of climate change that we are seeing all over. Thank you. Très important. Merci Mario Sanders d'avoir des infrastructures qui soient résilientes et de se préparer aux catastrophes du réchauffement climatique. Magali Regueza, vous en parlez également. Mario Sanders qui nous dit que la digitalisation, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de le traduire en français. Voilà. Le numérique, en tout cas, c'est une solution importante pour lui. J'imagine que Bouygues, en tant que représentant de Bouygues Télécom, c'est important pour vous aussi le numérique. Comment est-ce que, on parle de plus en plus de l'impact du numérique, comment est-ce qu'on peut avoir un numérique qui soit plus vertueux ? En fait, le problème du numérique, c'est les effets rebonds. Ça permet d'être plus efficace, de tout améliorer, d'améliorer la vitesse des flux. Et en fait, l'économie, c'est aussi la capacité d'améliorer les flux. Donc, notamment de la 5G. Oui. Pareil, on parle de la vitesse. Donc la 5G, c'est vrai que c'est un bon moyen. Ça va rendre l'efficacité d'accès aux data bien meilleure, avec une plus grande vitesse. Ça va consommer moins d'énergie, mais comme il y aura plus de data
qui va être utilisé, in fine, ça va consommer plus d'énergie. Donc c'est ça, en fait, l'effet rebond qui pose problème. Mais c'est l'effet rebond, il est vrai dans tous les domaines. Donc vous n'est pas favorable à la 5G ? C'est pas une question de ne pas être favorable, c'est une question d'avoir conscience que cette technologie, elle va certainement être très très utile dans tout un tas de domaines, mais comment on va, une fois pour toutes, pas simplement pour la 5G, pour toutes les technologies, arriver à caper la consommation d'énergie et... Caper, c'est-à-dire la limiter ? C'est-à-dire la limiter, oui, bien sûr. Je vous prends l'exemple de l'automobile. L'automobile, les voitures consomment moins parce que l'électronique des moteurs est meilleure, etc. Mais il y a plus de voitures. Donc, en fait, ce qu'on gagne en efficacité énergétique, on le perd en volume. Bon, c'est pareil avec la 5G. Ce qu'on va gagner en efficience sur des antennes qui vont être plus efficaces, on va le perdre avec une explosion des datas. Donc, tôt ou tard, les arbres ne grimpent pas au ciel. Vous mesurez combien, madame? 1m oui, 1m75. Ouais, puis vous êtes arrêté de grandir un jour. Ouais. Puis vous vivez bien aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que dans l'économie, il y a des choses qu'on ne peut pas continuer de faire croître à l'infini. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va avoir du mal à comprendre ce que c'est que la vraie transition. Donc la vraie transition, ça veut dire, voilà, on a des ressources qui sont à notre disposition, qui ne sont pas infinies, et on est de plus en plus à taper dans le gâteau, de plus en plus avec une population mondiale qui continue de croître, elle aussi. Donc si on veut vraiment survivre en paix et en se resynchronisant au vivant, qui est quand même l'essentiel pour nous humains, eh bien, il va falloir qu'on accepte de revoir nos modes de fonctionnement et notre modèle économique avec ces ressources qui ne peuvent pas croître à l'infini. Et donc, ça va nécessiter d'être beaucoup plus malin dans notre utilisation des ressources. Et c'est ça, en fait, le génie humain, il faut le mettre dans l'utilisation frugale des ressources, mais sans chercher à en consommer toujours plus. On a encore quand même, on pourra peut-être en parler avec Frédéric Michaud, les études d'opinion, que nous disent-elles là-dessus, mais on a encore une vision quand même du génie humain, du progrès qui va vers toujours plus vite. On parle de la 5G justement. Comment est-ce qu'une entreprise comme Bouygues, vous disiez, il faut prendre en compte cet effet rebond, le fait que même si c'est plus efficace, si on utilise plus, en fait il n'y a pas d'effet positif. Comment est-ce que une entreprise comme Bouygues gère ça, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? On essaye, comme les autres opérateurs, à éviter de cet effet rebond au maximum. Maintenant, mais comment? En proposant à nos clients d'être plus responsables dans l'utilisation de leur forfait data, par exemple. C'est comme un provider d'énergie qui va vous proposer de dire, voilà, oui, ou celui qui apporte l'eau dans votre maison, qui va vous dire, écoutez, si vous voulez quand même de l'eau tous les jours, c'est mieux de prendre une douche plutôt qu'un bain, parce que si tout le monde prend un bain, il n'y aura plus d'eau pour personne. Eh bien, pour la téléphonie mobile, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a encore des capacités de croissance de data, mais c'est pas infini. Donc, on va atteindre assez rapidement des limites. Ces limites, il va falloir que collectivement, on prenne conscience pour dire, voilà, il y a cette limite qu'on ne pourra pas dépasser, parce qu'on n'aura pas les moyens de le dépasser. Et donc, il va falloir que collectivement, on fasse des efforts pour trouver des incitations, gamifier peut-être, arriver à trouver des nudges pour faire en sorte que les gens puissent continuer d'utiliser leur device, leur smartphone, mais sans consommation ostentatoire, futile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des usages de la téléphonie mobile, c'est pour les loisirs, c'est des vidéos de chats, c'est du streaming dehors. Il y a peut-être moyen d'informer, et je pense que c'est important aujourd'hui, et le rôle des opérateurs, ça va être aussi d'éduquer leurs clients sur une utilisation responsable de la data. Ce sont des outils formidables qui permettent de faire plein de choses, mais en tout, il faut une limite. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand ils mangent du Nutella, ou ça c'est pas bien le Nutella, c'est pas d'huile de palme, ou des gâteaux, des bonbons, au bout d'un moment, on leur dit stop, parce que si tu en manges trop, c'est pas bon pour ta santé. Et bien là, je pense aussi, les opérateurs, et dans tous les domaines, il faut essayer de faire prendre conscience que de mettre de la mesure dans la consommation, c'est pas une restriction de liberté. Quand j'entends certains hommes politiques qui parlent d'Amish, de retour au Moyen-Âge, c'est très très irresponsable de dire ça. Donc les écologistes aujourd'hui ou les entreprises qui ont conscience des enjeux de long terme ne veulent pas au retour du Moyen-Âge, c'est pas ça du tout. Ils veulent simplement qu'on soit un peu plus mesuré dans un certain nombre d'usages. C'est ça en fait la vraie responsabilité. Voilà. Alors premier, moi j'utilise mon téléphone pour lire les questions, c'est simplement pour ça. Frédéric Michaud,
donc peut-être une réaction sur cette question du progrès. Je ne sais pas s'il y a des études d'opinion qui ont été faites sur le sujet. Est-ce qu'on a une évolution, comme pour la question de la mondialisation, de cette question du progrès, où on voit peut-être un peu plus cette question de la limite des ressources et peut-être des limites de la croissance? Et ensuite, il y a beaucoup d'autres questions, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à tout. Quelles sont les différences de perception face à l'importance de ces enjeux environnementaux entre les territoires? Première question. Et est-ce que donc il y a certaines régions qui sont plus sensibles que d'autres? Et puis, est-ce qu'on voit, en fait, finalement, la question de fond, c'est plutôt celle-là, est-ce qu'on voit émerger une division ville-campagne sur le sujet de cette transition durable? Frédéric Michaud. D'accord. Alors, sur la première partie de votre question qui concerne le rapport au progrès, en réalité, et à l'innovation d'une manière générale, ce qui n'est pas exactement la même chose, hein. On a une projection dans l'avenir qui est très pessimiste depuis plusieurs années, avec une notion de progrès qui ne parvient plus à susciter l'espoir comme ça pouvait être le cas pour les générations précédentes. Il y a un élément il y a un indicateur d'opinion que vous connaissez sans doute, c'est le sentiment que soi-même la génération à laquelle on appartient vivra moins bien que celle de ses parents et qu'elle vivra mieux que celle de ses enfants. Ce qui est vraiment l'indication d'une anticipation extrêmement négative, une perception très sombre de l'avenir. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. En ce qui concerne maintenant la deuxième question, on parle beaucoup de prise de conscience. Il me semble que la prise de conscience, elle est faite depuis pas mal de temps maintenant. En réalité, il y a eu toute une série de prises de conscience. Depuis 30 ans, on entend parler d'une prise de conscience de l'environnement. On en a parlé en 92 au moment du sommet de Rio, on en a parlé au début des années 2000 avec le film d'Al Gore, nom qui a été cité tout à l'heure, on en a parlé avec autre nom qui a été évoqué, Nicolas Hulot, lors de la présidentielle de 2007, on en a parlé au moment du Grenelle de l'environnement, on en a parlé en 2015 au moment de la COP21, on en reparle maintenant au moment de la pandémie. Bon, tout ça ne sont pas des bulles éphémères. Il y a au contraire une prise de conscience qui s'est faite, qui a sédimenté sur les prises de conscience des événements précédents. Et aujourd'hui, 2/3 de la population considère que le changement climatique est une priorité. Quelques années, c'était limité à certaines catégories de la population, les plus jeunes, les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire les cadres, les professions intermédiaires, les habitants des grandes villes. Aujourd'hui, c'est diffusé dans l'ensemble de la population. Donc vous ne voyez pas de différence entre villes et campagnes, comme le demandait quelqu'un sur le forum? Oui, il y en a, bien sûr, elles persistent, mais majoritairement, dans tous les segments de la population, tout le monde considère que c'est une priorité. Alors, par exemple, les plus jeunes considèrent davantage que c'est une urgence absolue qui doit être la priorité des gouvernants. Pour les plus âgés, c'est une priorité à laquelle les politiques doivent accorder plus d'attention. Mais on a quand même l'idée que c'est une priorité pour tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. On a beaucoup parlé des gilets jaunes. On recrute les gilets jaunes se recrutent au sein de ce qu'on appelle les catégories populaires, c'est-à-dire les employés et les ouvriers. Dans ces catégories, vous avez quasiment 70% des personnes qui considèrent que c'est une priorité, le changement climatique. Donc la prise de conscience est faite, y compris dans ces populations. Et puis, en ce qui concerne les territoires, évidemment, on a des différences entre Paris et la province, mais je dirais surtout entre les territoires ruraux et puis les villes moyennes et a fortiori les grandes villes. Par exemple, là récemment, sur la question par exemple du lien entre la transition écologique et l'opportunité de réduire la place de la voiture dans la vie quotidienne. Tout le monde partage ce constat. Tout le monde se dit que la transition écologique qui est en cours est un moyen de faire en sorte qu'il y ait moins de véhicules, qu'il y ait moins de voitures individuelles. Mais dans les zones rurales et aussi dans les grandes agglomérations, pour d'autres raisons, c'est une perception qui est un petit peu moins partagée. Pourquoi? Dans les zones rurales, c'est une nécessité vitale pour pouvoir se déplacer. Et la mobilité, c'est quelque chose qui a une importance déterminante
et pas seulement au plan économique, mais aussi au plan social. Dans les grandes villes, c'est d'autres problématiques qui sont liées notamment à la saturation de l'offre de transport actuelle. Donc voilà, évidemment, il y a encore des différences territoriales, géographiques qui persistent, mais on a quand même tendance à une massification, une homogénéisation de cette perception d'une priorité attribuée à la lutte contre le réchauffement climatique. Une préoccupation de plus en plus importante. On a une question de Xavier Dutour qui, à nous entendre, a le sentiment que le cadre économique actuel rend difficile la transition, le traitement des inégalités et de faire société ensemble. Quel nouveau modèle économique et social pouvant intégrer les ODD, les objectifs de développement durable qui doivent être atteints en 2030, permettrait à la fois d'accompagner notre développement et bien-être et de contribuer à la résilience de nos sociétés? Marie-Pierre Védrenne, peut-être, est-ce que le modèle économique actuel, ce cadre-là, peut nous permettre vraiment d'atteindre ces objectifs du développement durable? En tout cas, je pense que du côté du Parlement européen, toutes les réflexions qu'on mène et toute la pression qu'on met sur la Commission européenne pour nous faire des propositions sur le plan de relance qui, justement, assure une relance déjà coordonnée à l'échelle de l'Union européenne, une relance qui soit juste socialement, responsable écologiquement, c'est justement pour changer de cap, parce que au Parlement européen, on fait souvent référence justement aux ODD, ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les autres institutions à l'échelle de l'Union européenne. Donc on sait que pour pouvoir atteindre ces objectifs, il va nous falloir changer de cadre, changer de modèle de réflexion. Donc en tout cas, moi, mon groupe politique, c'est sous cet angle-là qu'on travaille. Il faut qu'on change les choses. Par exemple, quand on a tous les débats sur le plan de relance, c'est aussi sur le fonds juste transition, pour faire en sorte que certains types d'énergie ne soient plus subventionnés, qu'on accompagne véritablement certains États aussi dans la transition. C'est comme ça qu'on va arriver dans la réalité à faire changer les choses et à assurer une relance européenne qui soit coordonnée. Et j'insiste aussi sur cette relance européenne coordonnée, parce que si on arrive à l'échelle de l'Union européenne à être unis sur cette question, on aura un rôle de leader sur la scène internationale qui nous permettra, et moi je pense qu'il faut qu'on continue justement dans cet esprit, d'avoir une vraie unité européenne pour engager nos partenaires dans cette voie. Parce que qu'est-ce qu'on constate aussi à l'heure actuelle, c'est que nous avons des chefs d'État et de gouvernement, que ce soit Jair Bolsonaro, que ce soit Donald Trump, qui sont dans une logique totalement inverse à la nôtre, qui ne veulent plus justement des engagements de l'accord de Paris. Et il faut que l'Union européenne soit leader sur cette question pour rembarquer davantage d'États, parce que sinon on n'arrivera pas à atteindre cet objectif. Merci Marie-Pierre Védrenne. Alors Magali Regueza, peut-être sur cette question, le cadre économique actuel, le Haut Conseil pour le climat, vous le disiez tout à l'heure, a dit que par exemple sur le plan de relance qu'il fallait des réformes structurelles, et là on voit que des réformes finalement qui s'attaquent peut-être à la surface. Est-ce que pour vous, le cadre économique actuel permet de faire cette transition et d'atteindre ces objectifs du développement durable ? Alors, je ne peux pas m'exprimer pour le coup au nom du Haut Conseil pour le climat, mais il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin d'une évolution d'un certain nombre de cadres économiques, clairement. On a aussi sans doute besoin d'avoir d'autres modes de mesure. Vous avez beaucoup d'économistes aujourd'hui qui travaillent notamment sur des indicateurs alternatifs de croissance qui permettraient d'avoir un regard un petit peu différent sur la façon dont on intègre un certain nombre en tout cas dont on aborde un certain nombre de débats. Je pense en particulier à toute la question du bien-être et des aspirations des individus, qui est aussi extrêmement importante dans le débat. Donc voilà, après, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit s'inventer en fait de multiples formes de réponses à la question environnementale, et que pour le coup, si on revient au thème de la souveraineté, chaque État a ses propres règles et chaque groupement d'États a ses propres règles. Donc finalement, en fait, la question, c'est moins de se dire est-ce que les cadres aujourd'hui sont pertinents ou pas, c'est plutôt de regarder comment déjà on les fait fonctionner, comment déjà on arrive à respecter les engagements, comment déjà est-ce qu'on arrive à mettre en musique ces engagements nationaux et territoriaux pour permettre finalement de reprendre la bonne trajectoire. Et j'insiste, le dernier rapport du Haut Conseil s'appelle « Redressons le cap ». C'est pas un hasard.
c'est pas un hasard parce qu'effectivement, on est là sur des trajectoires qui ne sont pas les bonnes et qui en fait rapprochent l'échéance et font que le prix à payer qui va devoir se payer un jour sera de plus en plus lourd parce qu'effectivement, si on n'engage pas dès à présent les transformations, ces transformations, elles sont pas simples, on n'arrivera pas à apporter une réponse au climat qui est importante. Juste un petit mot aussi. On parle beaucoup d'émissions, on parle beaucoup d'empreintes. Il y a un sujet qu'on a peu évoqué mais qui est extrêmement important, c'est celui de l'adaptation. L'adaptation, c'est pas uniquement, enfin, l'atténuation du changement climatique et des questions environnementales, c'est vraiment de faire des efforts pour réduire les trajectoires, pour décarboner les économies, pour réduire les émissions. On a aussi tout un enjeu de transformation sociale sur les questions d'adaptation parce que les transformations environnementales sont déjà là. Et donc derrière, l'idée, c'est vraiment aussi de préparer les sociétés, et c'est pour ça que toute la question de la résilience qui a été beaucoup évoquée dans le débat est extrêmement importante, c'est de préparer les sociétés à répondre à la fois aux chocs brutaux qu'on connaît aujourd'hui, aux extrêmes par exemple climatiques, il y a toutes les conséquences des extrêmes hydroclimatiques, et puis à préparer les sociétés à faire face à ces transformations qui ne sont pas qu'environnementales. Et là aussi, c'est ça qui est compliqué, c'est que il y a des transformations économiques, il y a des transformations géopolitiques, il y a des transformations démographiques. Tout ça doit rentrer en compte dans les politiques d'adaptation. Et sans doute aujourd'hui, il y a un champ à travailler sur ces questions d'adaptation qui sont d'ailleurs très présentes dans les rapports du GIEC, qui sont très présentes dans un certain nombre de politiques. On a aussi besoin aujourd'hui d'intégrer ce volet adaptation. Et l'adaptation, ça passe évidemment par l'adaptation des structures économiques, par l'adaptation des modèles juridiques, par l'adaptation aussi des arènes de décision, des modèles de gouvernance. Donc on a aussi des transformations structurelles à faire sur ce plan-là. Merci beaucoup Magali Regueza, donc du Haut Conseil pour le climat. Un dernier mot rapidement, Fabrice Bonifay, une adaptation des entreprises. Vous me parliez de la différence entre les entreprises contributives et les entreprises prédatrices, pour terminer. Bah oui, mais le vrai enjeu, c'est effectivement que les entreprises deviennent contributives nettes d'externalités positives, c'est-à-dire en fait qu'elles comprennent qu'aujourd'hui le business, c'est pas une fatalité de produire des impacts négatifs quand elles produisent de la valeur pour leurs clients et leurs actionnaires, et que cette façon de produire de la valeur sans s'occuper des enjeux de long terme, et en acceptant finalement que la pollution, c'est un mal nécessaire finalement pour créer des emplois ou pour créer de la valeur, eh bien ça devient inacceptable. Donc au C3D, effectivement, on travaille sur ce modèle d'entreprise dite contributive et qui repose en fait sur des principes simples. Il faut que la stratégie de l'entreprise soit alignée sur les faits scientifiques. Oui, ça paraît tellement évident. La science nous dit, au-dessus de 400 et quelques ppm dans l'atmosphère, les changements climatiques vont vraiment poser des vrais problèmes aux vivants. Et s'il n'y a pas de vivants, il n'y aura pas de vie pour nous non plus. Donc, il faut intégrer les faits scientifiques dans la stratégie. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que le modèle d'affaires linéaire, j'extrais des matières premières, je fabrique mon produit, etc., il est plus viable parce que la croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est pas possible. Donc, il faut inventer un nouveau modèle de croissance sans croissance de flux physique carboné, je l'ai déjà dit. Et donc ça nécessite plus d'économies dites circulaires, basées sur les réemplois et sur l'usage. C'est possible, ça crée aussi plein de valeurs, et c'est beaucoup moins délétère sur les écosystèmes. Ensuite, ça nécessite de changer les systèmes de management, parce qu'il va falloir qu'on innove dans tous les domaines. La dame l'a dit, il faut que dans tous les domaines, on innove. Et pour innover, il faut libérer l'entreprise. Faire en sorte que les collaborateurs, on passe d'un mode de management basé beaucoup sur la défiance à un management basé sur la confiance. Et ça, c'est tout à fait possible de changer le système de management. Il y a des entreprises qui le font aujourd'hui. Et enfin, ça nécessite de changer le système comptable pour qu'on mette vraiment sur la table ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire le capital naturel, le capital humain, parce que c'est ça qui va générer le capital financier in fine. Alors pendant des années, on a fait le contraire. Voilà, c'est ça l'entreprise contributive. Un livre à sortir bientôt expliquera comment ça marche. Très bien. Écoutez, il faut que les entreprises aussi écoutent la science. La boucle est bouclée avec Greta Thunberg que vous évoquiez au début. Écoutez la science. Merci à tous d'avoir été avec nous. Frédéric Michaud, Magali Regueza, Mario Sander et Marie-Pierre Védrenne. Merci d'avoir participé à ce débat où on a exploré les questions de la mondialisation, de ses limites et des doutes qu'elle pouvait générer aujourd'hui chez les citoyens. Je me tourne vers vous, Thomas. Merci, pour conclure ce débat. Merci à tous ceux qui ont écouté patiemment, attentivement ce débat extrêmement riche. Je trouve qu'il signe très très bien la suite logique de la masterclass qu'il y avait juste avant sur l'intention de fédérer large pour agir fort, puisque autour de cette table on avait
aussi bien les organisations professionnelles, les parlementaires, les organisations internationales, les collectivités locales, etc., pour pouvoir précisément agir sur ces phénomènes transnationaux qui semblent nous échapper. Les Français l'expriment régulièrement, ils ont eu l'impression d'avoir perdu en souveraineté au cours des années, et on a là des coalitions d'acteurs qui permettent de reprendre la main sur ces flux transnationaux qui donnent le sentiment que l'urgence climatique ou l'urgence sociale nous échappe. On va terminer cette séance des rencontres du développement durable avec une dernière masterclass avant la table ronde de clôture. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous invite à continuer de poser vos questions sur la page du site internet qui est dédié au live. On vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour pouvoir discuter de la façon dont cette urgence climatique, puisque notre thème aujourd'hui avec l'ENA c'est Agir à temps, peut nous échapper et donner lieu à des conflits. Et nous recevrons Alain Leroy, qui est ambassadeur de France, qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, pour parler de cette problématique très particulière. À dans 5 minutes.